à tous, c'est encore moi Anaïs, je vous remercie de regarder cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager et même vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je vous remercie énormément, ça me fait vraiment plaisir. Donc comme je vous disais la dernière fois, je suis passionnée de littérature, j'aime la littérature autant que la sape, les vêtements, autant que la boxe, autant que Bradley Cooper et Chris Brown. Ah non là, je m'égare. Aujourd'hui, je vais vous faire un top 7 des livres autobiographiques que j'ai adorés. Je suis interdite de Anouk Markovitch. L'auteur Anouk Markovitch est née en 1952 en Israël, actuellement vit aux États-Unis. Elle est personnifiée à travers le personnage de Hatara. C'est une histoire sur 4 générations d'une famille Satmar, une famille de la communauté juive très pieuse. On commence avec Joseph qui échappe aux nazis et est recueilli par une femme non juive. 5 ans ensuite, il arrive à sauver Mila, qui est aussi une gamine comme lui. Il arrive à la sauver de la mort. Ils grandiront. Lui, il ira aux États-Unis et elle vivra en France dans une famille où elle sera adoptée par un reb, c'est un rabbin, chef religieux, qui a déjà une fille qui s'appelle Atara. Donc Mila et Atara vont grandir comme des sœurs de cœur, mais elles sont fondamentalement différentes. Mila est très pieuse et suit tous les préceptes de la Torah. Et Atara va s'émanciper de ce carcan religieux. Atara pense que la religion floue le jugement. Pour elle, elle n'est pas élue, parce que dans la communauté juive, être juif, c'est être élu. Elle va s'émanciper de sa famille, elle va couper les liens avec sa famille religieuse et sa famille tout court. Mila, en revanche, va avoir le parcours idéal. Elle va se marier avec Joseph, sauf que leur amour est infertile. Au bout de 10 ans, il y en a marre. Elle décide de coucher avec un inconnu. Et c'est là que commence la descente aux enfers. Il faut savoir que dans la communauté juive très pieuse, il faut rattraper les morts de la Seconde Guerre mondiale qui ont été tués dans les camps de concentration ou autres. Donc c'est un leitmotiv récurrent dans cette communauté. Et le titre Je suis interdite est très intéressant parce qu'on apprend que être interdit dans la religion juive, c'est avoir une descendance qui ne sera pas pieuse, car Mila, couchant avec un inconnu, tombe enceinte de cet inconnu qui n'est pas juif, et là commencent les emmerdes. Clairement, je ne vais pas trop vous en dire parce que ça vaut le coup d'œil. Il est vraiment bouleversant ce livre, très triste. J'ai aimé ce livre déjà pour la découverte de la communauté juive que je ne connaissais pas particulièrement. Donc on apprend des choses, hein, franchement, je me suis cultivée. Deuxièmement, c'est encore la femme qui est toujours contrainte de devoir s'émanciper de manière violente pour pouvoir être libre. La femme à qui on dit ce qu'elle doit faire de sa naissance à sa mort, c'est épuisant, et Atara, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. Et c'est une histoire qui est grave et puissante parce que c'est les conséquences de la Shoah. En 6e position, un livre un peu plus drôle, c'est L'Enfant Noir de Kamar Al-Hay. Kamar Al-Hay est un auteur guinéen qui est né en 1928 en Haute-Guinée à Kouroussa et mort en 1980 à Dakar. Il nous raconte son enfance au village avec ses parents, avec son père qui est orfèvre, qui a le totem du serpent, et sa mère qui a le totem du crocodile. Donc on est dans une vision très animiste. Et oui, Camara nous fait découvrir cette Afrique animiste avec tout ce folklore africain. Il y a cette importance des animaux dans la culture qui est vraiment magnifique. Et on a le petit Camara qui sait que sa vie ne se passera pas là. C'est un enfant très intelligent, très aimé de sa mère. Et sa mère va tout faire pour vouloir le garder, mais ça ne marchera pas. On a une rupture entre la tradition et la modernité. La tradition, c'est Camara qui doit se faire circoncire pour passer de l'âge enfant à l'âge adulte. Et la modernité, c'est quand il partira pour Paname, avec son plan du métro dans la poche. La première séparation avec ses parents sera quand il partira pour Conakry pour ses études, et la deuxième quand il partira pour la France. C'est un roman d'apprentissage qui est très beau, parce qu'on a cette vision de l'Afrique qui est positive pour une fois, qui est chaleureuse et qui est pleine de richesse. 3 raisons de lire ce livre. Pour l'écriture de Kamar Al-Hay, qui est une belle plume. Découvrir l'Afrique subsaharienne du XXe siècle, pour cette culture africaine. Il a été très critiqué
par ses contemporains parce qu'il ne prend pas parti sur le colonialisme et il n'en parle pas, mais ça n'en fait pas moins un excellent livre. En 5e position, c'est Le Journal d'Anne Frank. C'est un livre qui est très connu, je pense que vous pouvez tous le connaître très bien. Il a été lu par 30 millions de lecteurs dans le monde, traduit dans 70 langues. Et c'est l'histoire de la jeune Anne Frank. Anne Frank, elle est née en 1929, elle est morte en 1945. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils vivent à Amsterdam. Et le père, il commence à s'inquiéter du fait qu'ils doivent porter l'étoile jaune dans la rue. Et il anticipe les choses. Il prend sa femme, ses 2 filles, et ils vont s'enfermer dans une annexe de sa collègue avec d'autres amis juifs aussi qui viennent se cacher à cet endroit-là. Ils vont rester cachés là plus de 2 ans. Donc à côté, le confinement à la maison, c'est la gnognotte. Anne Frank reçoit de ses parents un joli carnet où elle va coucher toutes ses pensées, qui va faire le livre, le journal d'Anne Frank. Elle nous parle de ses émois, de ses rêves, elle veut devenir écrivain, journaliste, elle tombe amoureuse. Elle connaît les premiers émois amoureux dans cette annexe. Oui, elle arrive à pécho quand même, la nana, elle est trop forte. Elle a des rapports assez compliqués avec sa mère et elle adule son père. Elle arrive à éloigner les angoisses du quotidien grâce aux informations à la radio. Sauf que, à un moment donné, on pense qu'une lettre anonyme a été envoyée car ils sont tous découverts l'été 1944 et envoyés dans des camps de concentration. Elle va se retrouver avec sa sœur dans un camp de concentration où elle mourra du typhus de la faim. En février 1945, c'est d'autant plus triste que quelques semaines après, c'était la libération. Seul son père survivra au camp et acceptera la publication du journal d'Anne Frank qui est paru en 1945 au début sous le nom L'Annexe et ensuite a été rebaptisé le journal d'Anne Frank. 3 raisons de le lire, c'est un livre historique. Deuxième raison, le fait que ce soit une adolescente qui a écrit le bouquin et que ce soit aussi bien écrit, ça vaut le détour. Et c'est un sujet grave à travers les yeux d'une enfant. En 4e position, c'est Black Boy de Richard Wright. Richard Wright est né en 1908 et mort en 1960 à Paris. C'est un auteur afro-américain qui a vécu dans le sud des États-Unis, dans le Mississippi exactement, et a souffert du racisme, de la faim, de la violence. Richard Wright nous raconte son enfance. À 5 ans, son père s'en va. Il est alcoolique enfant, sa mère vit difficilement, financièrement c'est compliqué, donc il va un peu à gauche à droite chez l'oncle, la tante, la grand-mère. Il a une enfance très pauvre. Il y a un épisode qui est assez intéressant dans le bouquin, c'est qu'à un moment donné, sa mère lui dit « si tu rentres pas avec ce que je t'ai demandé, tu vas dormir dehors », donc il est obligé de se battre. Donc c'est un combat moral, c'est un combat physique, il est étouffé par la religiosité qui prend énormément de place dans la communauté noire. Par les courants évangéliques, il est étouffé par la pauvreté, par l'ignorance de sa communauté. Il y a une forte critique de la communauté noire et la peur du blanc. Donc il n'y a même pas une critique en tant que telle du blanc parce que c'est un fait établi. C'est les blancs, les boss du continent et nous on ferme notre gueule. Et les Afro-Américains sont extrêmement violents, extrêmement incultes, extrêmement pauvres. Donc tout ce mélange-là donne le livre Black Boy qui est vraiment intéressant. Si on s'intéresse à la ségrégation, c'est le livre vraiment qu'il faut lire parce qu'il en parle vraiment très bien. Il a une écriture qui est très posée, des bonnes descriptions, jamais trop de descriptions, ça vaut vraiment le détour. Donc 3 raisons de le lire. C'est un livre qui est très connu. Pourquoi? Pour le sujet traité, pour la manière dont c'est abordé. Il faut savoir que Richard Wright a toujours voulu rassembler le monde noir et le monde blanc, la force du gamin noir, pauvre, qui a tout contre lui et pourtant va s'en sortir grâce à son intelligence, grâce à sa force morale. En 3e position, La promesse de l'aube de Romain Gary. Romain Gary est né en 1914 en Pologne et est mort en 1980 à Paris. Petite anecdote de l'auteur, il s'est suicidé en se tirant une balle dans la bouche et a laissé un mot, aucun rapport avec Seberg. Seberg était son ex-femme qui s'est suicidée 1 an en avant. C'est une actrice très connue quand même. Elle a fait plusieurs films. Il y a d'ailleurs son film qui est sur Amazon Prime et c'est Kristen Stewart qui joue le rôle. Donc ça, si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Donc il a laissé un mot en disant aucun rapport avec Seberg. En gros, il s'est suicidé, c'est pas à cause d'elle. J'ai un peu du mal à y croire. Donc, c'était un personnage haut en couleur qui a publié plusieurs romans sous le pseudo Émile Ajar. Il a eu 2 fois le prix Goncourt. Dans La promesse de l'aube, il nous raconte
l'amour maternel. Sa mère, c'est le cliché de la mère juive. Ils vivent en Pologne et ils quittent la Pologne à cause de la montée du nazisme pour venir s'installer à Nice en France, où elle devient gérante d'un hôtel. Elle s'attelle à l'éducation de son fils, car son fils, pour elle, c'est un prodige et deviendra un grand homme. Donc le leitmotiv de Romain, c'est de surtout satisfaire les désirs de sa mère. Donc toute sa vie, ce sera toujours de faire plaisir à sa mère, quoi qu'il en coûte. Il fera des études de droit, il ira à la guerre, il ramènera des médailles, tout ça pour sa mère. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est un livre qui est à la fois touchant, drôle et triste parce qu'à un moment donné, sa mère, voilà, elle s'en va. Et il y a un très bel outil romanesque, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, avec des lettres qu'il envoie à sa mère et qu'elle lui envoie. On ne sait pas si c'est un outil romanesque ou si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. En tout cas, ça vaut le détour. Ce livre, pour 3 raisons, c'est un hommage à sa mère. Sa mère est un personnage vraiment très intéressant. Je vous conseille le film de Promesse de l'Aube qui est sorti en 2017 et c'est Charlotte Gainsbourg qui joue le rôle de la mère. Il est très bien fait, je trouve, il reflète assez bien le bouquin. Le contexte historique, on est encore à la Seconde Guerre mondiale, que je trouve très intéressant. Et l'écriture pleine d'humour de Romain. En deuxième position, Rien ne s'oppose à l'ami de Delphine de Vigan. Delphine de Vigan est née en 1966. Elle a écrit plusieurs romans qui ont même souvent été adaptés en film. Elle nous raconte l'histoire de sa mère, Lucille. Le roman commence quand la mère de Delphine est morte et elle essaie de comprendre un petit peu l'histoire de sa mère. Donc, sa mère s'appelle Lucille, elle a grandi dans une fratrie avec plusieurs frères et sœurs, avec ses parents, sa mère qui est hyper souple, qui fait que faire des gosses, mais elle est mince, mais elle est un peu dans le déni, et le père qui est super sympa, et plus tard on se rend compte qu'il n'est pas si sympa que ça. Et elle essaie de comprendre pourquoi sa mère est autant dans l'autodestruction. C'est limite sa mère, elle est entre la vie et la mort, mais elle est vivante. C'était une personne très belle qui a fait des publicités étant gamine, qui était hyper jolie, mais c'est comme si elle essayait de s'en les dire, tellement elle avait un mal qui la rongeait à l'intérieur d'elle. Sa mère, elle faisait des crises, elle était bipolaire, et Delphine essaie de comprendre pourquoi sa mère était ainsi. Donc on a toute l'histoire de la famille, avec la mort qui est tout au long du roman, comme ça nous rappelle que on peut tous mourir, quoi. Avec la mort qui vient toquer plusieurs fois dans le bouquin. Donc on a la mort du petit frère qui tombe dans le puits, on a la mort du frère adoptif qui se suicide, on a la mort de l'autre frère qui se suicide aussi. Donc c'est un livre qui est vraiment poignant, je ne veux pas trop en dire parce qu'à un moment donné on comprend dans le bouquin pourquoi c'est ainsi, on comprend pourquoi les enfants avaient des problèmes de pipi au lit, on comprend plein de choses, on comprend cette autodestruction, on a l'impression que la mère, Lucille, est la moitié morte en fait, même en étant vivante, on a l'impression elle est hors de son corps et on se rend compte que souvent les pires atrocités se passent au sein d'une famille. Donc ça rejoint même l'actualité en ce moment avec les histoires de Camille Kouchner. Donc franchement, ça vaut le détour parce que l'histoire elle est très intéressante. C'est le sujet du livre qui au début on comprend pas et après voilà, il y a des agressions sexuelles. Bouleversant, c'est un livre qui est vraiment bouleversant et c'est la manière dont il écrit Delphine de Vigan, moi j'adore, vraiment j'adore son écriture. Au début je voulais pas trop lire le bouquin, je le voyais un peu partout et pour moi quand on voit les bouquins partout comme ça me fait penser un peu à tout ce qui est commercial du style Musso, Lévy et en fait non pas du tout, rien à voir, c'est bien au-dessus. En première position, Petit pays de Gaël Faye. Gaël Faye est né en 1982 et il vit actuellement à Kigali, au Rwanda. Il nous raconte son enfance au Burundi pendant le génocide du Rwanda. À travers l'œil d'un enfant, nous allons voir cette atrocité qui s'est passée au Rwanda en 1994. Il vit avec ses parents, sa mère est rwandaise et son père est français. La première souffrance qu'il connaît en tant qu'enfant, c'est quand ses parents se séparent. Lui, il est heureux, il est là, il fait les 400 coups avec ses copains, ils vont cueillir des mangues, voler des mangues. Et ça m'a fait un peu penser à mon enfance parce que j'ai grandi au Gabon et c'était un peu la même chose. On vivait dans de grands espaces où on jouait tout le temps, où on cueillait les fruits directement aux arbres. C'était génial, j'ai eu une enfance superbe. Et je vois que Gaël Faye aussi a eu cette enfance, sauf que son enfance s'est interrompue avec la guerre civile au Burundi suite à la mort du président du Burundi et du Rwanda en 1994. Donc, avoir des morts qui pleuvent autour de lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas cette histoire de Hutu et Tutsi. Lui, pour lui, tout le monde est pareil. Et c'est très beau de voir comment il perçoit les horreurs qui se passent.
Sa mère deviendra folle des horreurs qu'elle a vues. Son père arrivera à les envoyer in extremis en France, dans une famille d'accueil, et lui mourra. C'est un sujet qui est très triste et à travers les yeux naïfs d'un enfant, c'est bouleversant. 3 raisons de le lire. Pour le contexte historique, on parle quand même du génocide du Rwanda. Le point de vue de l'enfant naïf, qui ne comprend pas cette violence, d'où vient-elle? Et c'est même triste de voir ce qui se passe à travers le regard d'un enfant naïf qui ne comprend pas l'horreur de ce qui est en train de se passer. Ça rend encore le récit beaucoup plus triste. Je vais faire un petit focus sur le génocide du Rwanda. Tous le génocide du Rwanda, mais on connaît souvent de nom sans plus. Donc, je vais faire un petit topo là-dessus. Je ne suis pas historienne. Je vais vraiment faire un topo assez rapide du génocide du Rwanda. Le génocide du Rwanda démarre le 7 avril 1994 et s'achève le 17 juillet 1994. Pourquoi ce génocide? Alors, tout commence quand les colons belges sont arrivés au Rwanda et ont décidé de hiérarchiser des ethnies. Ils ont classé en premier les Tutsis, qui ont des traits fins au niveau du visage et estimé qu'ils étaient descendants d'Égyptiens, ce qui est probablement vrai. Et ensuite les Hutus, qui avaient des traits plutôt négroïdes, qu'ils ont classés en deuxième, et les Twa, qui est une autre ethnie du Rwanda. Cette hiérarchisation a entraîné donc cette inscription sur les cartes d'identité, l'ethnie, et ça a commencé à monter les ethnies les unes contre les autres. Dans les années 60, avec la guerre froide et le communisme, les colons belges avaient plus d'intérêt à mettre au pouvoir les Hutus, donc ils ont mis au pouvoir les Hutus. Ces Hutus-là ont chassé des Tutsis, ils les ont exilés du pays. Dans les années 90, les Hutus avaient peur que les opposants, en prenant le pouvoir, fassent revenir ces exilés et mettent en avant les Tutsis, d'où la guerre qui commence en 1990. En 1994, le génocide commence lorsque le président du Rwanda et du Burundi meurt dans un accident d'hélicoptère. Et là, toute la haine qui a été refoulée pendant 40 ans par des gens obtus d'esprit ont commencé à tuer tous les Tutsis. C'est le génocide le plus rapide de l'histoire et le plus conséquent. C'est le génocide le plus rapide de l'histoire et de la plus grande ampleur. 800 000 morts, pas que des Tutsis, parce qu'il y a des Hutus aussi qui ont essayé de protéger des Tutsis. Donc une violence extraordinaire en si peu de temps. Voilà pour le petit topo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ma prochaine vidéo sera sur une initiation à la littérature érotique en prévision de la Saint-Valentin. Non, je plaisante, j'en parle parce que bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant de connaître un genre littéraire qui est le genre littéraire érotique. Et non, on ne parlera pas de 50 nuances de gris, non. Bon, je vous dis à la prochaine. Salutations!